Voici. Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux parce que vous êtes quand même déjà 54. Donc, ça veut dire sûrement que vous avez été nombreux à être très intéressés et touchés par le film. Ça tombe bien parce que nous aussi, ça a été mon cas et c'est pour ça que j'ai un peu lancé la projection en ligne. Donc, je rappelle un petit peu la petite histoire. Déjà, je me présente. Moi, c'est Alice Vic. Je suis logopède spécialisée en bégaiement à Bruxelles. Et j'ai rencontré Mouna et Mélissa et Juliette à la Journée mondiale du bégaiement en octobre, mais j'avais déjà bien suivi tout le projet avant ça. J'avais déjà vu Mouna en 2018 lors du colloque APB où il a parlé devant 300 personnes sans aucun problème. Et j'avais été déjà touchée par l'enthousiasme et la motivation et l'énergie que je sentais débordante et inspirante. Et donc, quand le film est sorti, je l'ai trouvé encore plus génial. Et donc, j'avais vraiment envie que ça puisse être projeté. À l'APB aussi, tout le monde avait envie de ça. On avait envie, à l'APB Belgique, de prévoir une projection. On l'a prévu en juin à la Maison de la Francité et puis le Covid est arrivé. Et donc, merci à la Maison de la Francité qui nous prête le Zoom et surtout à Donald George qui nous a vraiment incité à le faire quand même sur Zoom. Voilà pour ma petite présentation et mon rapport avec l'éloquence du bégaiement. Et puis, je reviendrai peut-être sur le lien avec le bégaiement au début. Mais d'abord, vous pouvez vous présenter, Mélissa et Ok. Mouna. Mouna, vas-y, je t'en prie. Donc, je m'appelle Mouna. Je suis une personne qui bégaye et je suis consultant pour une boîte américaine à Paris. Et il y a 7-8 ans, j'étais incapable de dire 2 mots de la suite. Mais je voulais pas que mon bégaiement et me dicte ma vie. Donc, j'ai commencé à faire une phrase qui est plus ou moins devenue célèbre dans notre groupe d'amis. Ça veut dire sortir de ma zone de confort. Et, et s'en est suivi plein d'aventures, dont un concours d'éloquence lorsque j'étais en école de commerce qui m'a énormément apporté. Puis, avec Juliette, on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire ça au niveau national pour tous les bègues? Donc, l'éloquence du bégaiement, et je vous en dirai plus dans quelques minutes. Mélissa. Ok, et du coup, moi je m'appelle Mélissa Bronsard, j'ai 29 ans, j'habite à Paris et je suis réalisatrice de documentaires. Du coup, du documentaire L'éloquence du bégaiement que vous avez vu normalement tous, mais peut-être pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ne l'ont pas encore vu, mais de toute façon, il y aura des extraits, il y aura des extraits tout à l'heure. Donc, même si vous l'avez vu il y a longtemps, ça va peut-être vous rafraîchir la mémoire. Alors, moi, je suis aussi une personne qui bégaye. Mon bégaiement, il est très, très intermittent et très léger aujourd'hui, mais quand dans mon enfance et mon adolescence, il était beaucoup plus présent. Donc, voilà, le bégaiement, ce n'est pas un hasard si je m'y suis intéressée, c'est que ça fait aussi partie de mon histoire personnelle et familiale, puisque mon père aussi est une personne qui bégait et j'ai fait de l'orthophonie pendant très longtemps. Et je m'étais un peu éloignée de ce monde de l'orthophonie, de l'APB, quand j'ai commencé à aller mieux et que j'avais réussi à maîtriser comme je voulais ma parole. Et il y a un an, un peu plus d'un an, j'ai repris contact avec mon ancien orthophoniste pour lui proposer des prestations vidéo, pour faire des vidéos pour son site internet et juste lui donner de mes nouvelles parce qu'on s'était vu quand même pendant un petit paquet d'années quand j'étais ado. Et du coup, pendant un tournage à son cabinet, j'ai rencontré Mouna qui était venue à la pause déjeuner nous parler de son projet L'éloquence du bégaiement et qui était en train de recruter des personnes qui bégaient pour venir s'inscrire. Et c'était vraiment quelques semaines avant le début du concours.
Et donc voilà, c'était assez rapide et je me suis dit, mais c'est génial ce projet. Ça va se passer dans ma ville, voilà, dans un mois, même pas. Je peux pas ne pas y participer. Dans ma tête, participer égale filmer. Je pense tout en termes de voilà, filmer des trucs et voilà. Et du coup, j'ai recontacté Mouna en lui disant, je ne sais pas si tu as déjà prévu voilà, de la vidéo pour ton événement, mais moi, ça me plairait beaucoup de faire ça. Il m'a dit, super, c'est une super idée, on se rencontre et tu viendras filmer. Voilà, on s'est rencontrés et le fait est qu'il m'a laissé que lui et Juliette, la co-créatrice du concours, m'ont laissé carte blanche pour être parmi eux et les candidats pendant tout le concours. Et du coup, on a avancé ensemble parce que c'était la première édition. J'ai eu la chance, un peu par hasard, d'arriver vraiment au début. Mais voilà, je savais en quoi ça consistait, mais je ne savais pas comment ça allait se passer. Il n'y avait pas eu d'autres éditions avant. On ne savait pas à quoi s'attendre. Du coup, on a navigué ensemble. On a avancé voilà, dans cette éloquence du bégaiement 1. Et du coup, avec tout ce que j'ai filmé, j'ai monté le film que vous avez vu, qui s'appelle comme le éponyme, je crois qu'on dit ça comme ça, le film éponyme, l'éloquence du bégaiement. Voilà, pour me présenter brièvement. Moi, j'aurai l'occasion de continuer, mais je ne vais pas faire trop long. Et du coup, juste, je redis une dernière fois, parce qu'il y a encore des gens qui sont arrivés. On va se présenter. Ensuite, on va repasser des extraits du film qu'on va commenter. Du coup, voilà, toujours pour parler du bégaiement, de l'éloquence, mais on a sélectionné 3 extraits un peu plus précisément. On va vous les passer en partage d'écran. Et à la fin, on aura un témoignage de candidats qui ont participé au concours, que vous voyez pour certains dans le film, qui vont nous partager un peu leur expérience. Et à la fin, on prendra du coup vos questions, vos remarques, que vous pouvez dès à présent poser dans le chat qu'il y a sur le côté. Comme ça, ensuite, on peut remonter et retrouver vos questions. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure. Et à la fin, voilà, on garde un temps, on va essayer de garder quand même, être confortable pour échanger et que vous soyez spectateur, orthophoniste, étudiante ou personne qui bégaye. Voilà, tout le monde, n'hésitez pas à témoigner, peu importe ce que vous avez envie de dire ou de ne pas dire, n'hésitez pas à vous manifester et voilà, ça va se passer un peu comme ça. Alice, je te rends la main. Oui. Alors, et puis on a choisi un thème aussi pour cette discussion ce soir. On avait choisi un thème de débat, parce qu'on aime bien les débats pour les concours d'éloquence. Et ce thème s'appelle « Faut-il être fluent pour être éloquent ?» Et donc, je vais un peu définir les 2 termes principaux. Qu'est-ce que c'est être fluent et qu'est-ce que c'est être éloquent? Enfin, qu'est-ce que c'est l'éloquence? Parce que ça peut ne pas forcément être clair pour tout le monde. L'éloquence, va être l'art de s'exprimer en public, enfin, selon moi, hein. Chacun peut avoir sa définition, mais plutôt en restant au plus près de ses émotions et fidèle à ses pensées. Et pour réussir à allier le fond et la forme. Et la fluence, est-ce qu'il faut être fluent? On a tendance à penser que c'est des paroles fluides qui glissent, et on pourrait penser surtout que c'est l'inverse d'une parole bégayée. Mais on dirait que qu'une parole ne soit pas fluente, il n'y a pas que le bégaiement, il y a plein d'autres troubles de la fluence, comme par exemple le bredouillement, parler très vite et ne pas réussir à être intelligible, pas réussir à se faire comprendre, ou aussi le bégaiement masqué, être tellement aux prises avec la peur de bégayer ou d'autres réactions corporelles qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Enfin, et j'en passe. Voilà, donc est-ce qu'il faut être fluent pour être éloquent? Évidemment, on a choisi ce thème-là un peu comme fil conducteur de la réunion. Je pense qu'ici, on est peut-être beaucoup convaincus du contre, parce qu'on a vu ce film, mais finalement, dans la société actuelle, je pense qu'il y a encore peut-être du boulot pour que ce soit forcément un fait acquis, qu'il ne faut pas à tout prix être fluent pour être éloquent. Je pense par exemple au milieu justement de l'éloquence. Moi, j'ai eu une petite expérience à Eloquentia en tant que formatrice et avec des patients ou des connaissances dans le milieu du barreau, des avocats, du droit.
Là, je pense que on dit ça dans ce genre de milieu. Enfin, voilà, c'est très important. Il y a encore ce mythe de la parole parfaite qu'on essaye un petit peu de déconstruire, parce que je pense que si vous avez vu le film, vous avez sûrement été convaincu, vous avez peut-être été ému, vous avez peut-être été quoi d'autre encore, vous avez été instruit et ça vous a plu, donc ça veut dire que vous avez vu de l'éloquence, mais avec présence de bégaiement et donc avec une parole pas forcément fluente. Donc on va encore prendre 3 extraits pour nous 3 plaider la cause du pour. On peut être éloquent sans être forcément fluent. Et puis ensuite, vous pourrez nous dire vos avis. Si vous avez un argument contre, vous pouvez le dire aussi par la suite. N'hésitez pas à noter ou à mettre dans les commentaires. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est vrai que je voulais peut-être revenir, parce qu'après, je vais plutôt laisser la parole à Mouna et Mélissa, mais je voulais peut-être revenir sur mon rapport, moi, avec le bégaiement que je n'ai pas dit tout à l'heure. Moi, j'ai découvert le bégaiement après mes études, parce que, pendant les études d'orthophoniste, donc de logopédie, on a parlé un peu du bégaiement, mais un peu. Je pense que j'y connaissais pas grand-chose, je connaissais quelques généralités. Et j'ai un peu de passage. Et donc, ce qui m'a fait vraiment découvrir le bégaiement, c'est la découverte avec Mylène Hu et avec le fabuleux cabinet nantais avec Hélène Vidal-Géraud et Marie-Madeleine, etc. Où là, j'étais un peu en période je devais faire mes stages, mais je savais plus trop si j'avais vraiment envie de faire le métier de logopède. Il y avait certaines choses qui me démotivaient un peu, s'intéresser aux difficultés et tout ça, c'était un peu compliqué pour moi. Et j'ai découvert ce cabinet où là, on ne demandait pas aux gens, mais quelle est votre difficulté, qu'est-ce qui est difficile, etc. Mais plutôt, on leur demandait, mais quel est votre rêve ? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie ? Qu'est-ce qui vous motive à fond, qui vous donne envie de vous lever le matin ? Parce que elle savait, mais moi je ne le savais pas à l'époque du tout, que c'était vraiment cette grande motivation qui allait permettre de passer au-dessus du bégaiement. Et ça, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup plu dans les témoignages de Mouna, c'est que c'est un peu le leitmotiv aussi de l'éloquence du bégaiement. C'est vraiment la grande motivation. Qu'est-ce que tu as envie de dire au monde ? Qu'est-ce que chacun des participants a envie de dire ? Et c'est en disant ce qu'ils ont envie de dire que le bégaiement passe un peu au second plan. On va le voir avec les extraits, je pense. Oui. Avant, est-ce que, du coup, je pense que vous avez tous vu le film. Et Mouna, est-ce que tu peux nous expliquer, nous présenter ce concours et nous expliquer quelle a été ta motivation, enfin votre motivation, quand vous avez décidé de le créer ? Voilà, est-ce que tu peux nous remettre un peu de contexte, s'il te plaît ? Très bien. Au-delà d'un concours, c'est plus une aventure de vie, voire un concours contre soi-même pour plagier mon ami Sébastien. En, en fait, l'esprit du concours reprend un peu ce qu'a dit Alice, ou reprend totalement ce qu'a dit Alice. Mais avec moi, ça sera mieux. Quel est mon rêve? Et le but de ce concours, c'est de montrer qu'on bégaye. Ok, on est différent, mais ça veut pas dire qu'on est meilleur, ça veut pas dire qu'on est moins bien. Ça veut juste dire qu'on est nous-mêmes. Et le but, c'est de se prouver à nous-mêmes qui on est, grosso modo. Et donc, c'est un programme en 6 semaines. On a 6 semaines et 7 samedis. On a 3 samedis de masterclass avec des super coachs d'éloquence, des pros. Puis ensuite, on a les ateliers pratiques qu'on
qu'on fait en demi-groupe 2 fois par semaine. Et là, on pratique vraiment les techniques. Et le but, en fait, c'est de réaliser que la communication ne passe pas que par l'affluence, mais au contraire, en tant que personne qui bégaye, on peut communiquer de plein de manières différentes, par l'émotion, par nos propres idées, par notre voix, par la gestuelle, par le regard. Et, et, on, et on travaille tout ça au fil des semaines. Puis vient la phase du concours. C'est vrai qu'on s'est demandé, alors est-ce qu'on garde le concours ou pas? Mais ce qui est bien avec le concours, c'est que tout le monde se prête au jeu et ça nous pousse à nous dépasser et à sortir de notre zone de confort. Alors, et là, il y a 3 tours et un concours blanc. Le concours blanc et le premier tour, c'est un sujet au choix. Donc, on se lâche. Nicolas nous avait parlé de son bégaiement. Sébastien nous avait parlé de la cuisine. En plus, après, il nous a fait des petits cannelés. Il a un peu triché. Ensuite, pour le second tour, là, on voulait être un peu vicieux. Et donc, on a un vrai sujet d'éloquence. Mais vu qu'au bout de 4 semaines, on commence à bien connaître les candidats, on leur impose des positions qui ne correspondent pas à, à, à leur personnalité. Par exemple, et Rabai qui est là et qui est too much, son premier discours, c'était un discours anti-féministe devant que des femmes dans le jury. Et, et lui, il devait défendre le contre sur faut-il pousser le bouchon un peu trop loin. Et, et puis après, la finale, c'est un mélange du premier et du deuxième tour. Donc on est à la fois et dans l'émotion, dans quelque chose qui nous tient à cœur, avec un sujet argumentatif. L'un des sujets, c'était faut-il atteindre ses rêves? Mais au-delà de ça, en fait, ce qui est important de réaliser, c'est que le course du bégaiement, c'est une aventure humaine. C'est qu'on est tous ensemble, on a le même objectif et on s'éclate. Et ça crée des amitiés qui durent et qui vont continuer. Et aussi, rien ne serait possible si on n'avait pas eu plein de bénévoles motivés. Il y a eu la première année, il y a eu Mylène qui a fait un super travail lors de la finale et lors des masterclass, elle a pris plein de notes hyper propres, hyper précises qu'on utilise encore. et on travaille aussi avec 3-4 autres orthophonistes. Mélissa qui est toujours là derrière nous. Et on a également travaillé avec une sociologue. Et aujourd'hui, on s'étend parce que pas mal de candidats de l'an dernier s'investissent pour transmettre ce qu'ils ont appris l'an dernier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On peut peut-être déjà, oui, on peut peut-être déjà prendre un petit tour de questions si vous en avez au stade où on en est. Félicitations, donc vous avez réalisé le reportage. Magnifique. Merci Sylvie, merci beaucoup. Ok. Peut-être. S'il n'y a pas de questions spécifiques, on peut peut-être lancer le premier extrait. Du coup, je vais vous faire un partage d'écran. On va re-regarder un extrait qui est à peu près dans la deuxième moitié du film, où c'est Nicolas, donc, qui est un des participants, qui est en répétition pour son discours de la demi-finale. Donc, on a déjà bien avancé dans le concours. Et c'était du coup le jeudi, où il y avait l'atelier du jeudi, où le discours était déjà prêt. Et il s'entraînait à le dire dans un grand amphithéâtre. Et la demi-finale à proprement parler avait lieu le samedi, donc 2 jours plus tard. Nicolas, si tu veux, tu pourras nous commenter l'extrait après, ou alors tu peux intervenir à la fin avec Hélène, c'est comme tu préfères. Mais là, je vais lancer du coup, je vous lance l'extrait, ça dure à peu près 1 minute 30.
on se remet un peu dedans et on en parle après. Il n'avait jamais le temps. Pascal, ça pourrait être n'importe qui ici, présent, dans cette salle. Nous sommes tous des Pascal, tous des Pascal en puissance. Il faut prendre le temps de prendre le temps. J'entends déjà certains me dire ici, là-bas, tout au fond, tu es contre l'idée de rentabiliser le temps. À ces personnes, je réponds oui. Oui, c'est vrai. Et qu'à moins de travailler dans certains secteurs à forte valeur ajoutée et encore rémunérateurs, comme dans l'informatique, nous pouvons constater que le temps de travail a progressivement diminué dans quasiment toutes les activités salariées au profit de la robotisation et du numérique. En fait, moi ce que j'ai adoré, c'est que comparé à samedi dernier, c'était peut-être que mon impression, hein, mais vraiment moi j'avais l'impression que tu accueillais ton bégaiement et que comme Zineb a dit, vraiment le bégaiement faisait partie de ton discours, mais n'était pas genre le rôle principal. Donc en fait vraiment le bégaiement c'était il arrivait dans le discours, mais c'était pas, il n'était pas omniprésent. Il n'était pas au centre du discours parce que c'était ton éloquence qui reprenait le dessus et c'était vraiment magnifique. Et en fait, le bégaiement faisait limite partie de l'éloquence en fait. C'est bon, on a tout bien vu, ça a fonctionné. Faites-moi un petit signe. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'était bon. Ah pardon, ok, merci, désolée. Oui, du coup, pourquoi j'ai choisi ce passage, moi, non seulement là pour vous le montrer, mais et même au montage du film, évidemment, il y avait énormément de discours. Déjà, on n'a pas pu mettre tous les candidats dans le film, malheureusement. Et on n'a pas pu mettre tous les discours et encore moins dans leur intégralité. Mais moi, si le film avait pu durer 3 heures, je voulais tout laisser. Mais j'ai choisi de monter cet extrait de cette façon parce que je trouve que on arrive vraiment à une phase où on voit que le bégaiement en fait devient secondaire dans la prise de parole. Et dans l'extrait qu'on a vu de Nicolas, je trouve que ça se voit vraiment qu'il parle avec conviction. En fait, et il est plus dans son sujet et dans ce qu'il veut défendre dans son sujet plutôt que sur sa fluence. Donc, il est quand même relativement fluide tout le long du discours. Il y a le bégaiement qui arrive de temps en temps. Et je trouve, ce qui fait plaisir à voir, c'est qu'il a vraiment un recul sur son bégaiement et qu'il ne se laisse pas déstabiliser quand le bégaiement arrive. En fait, il arrive à garder la connexion avec le public quand le bégaiement arrive et il le gère très bien, même avec humour. On voit qu'il arrive à rire de lui-même, qu'il cale des petites blagues et qu'il est à l'aise parce qu'il est plus dans le contenu de son discours que dans voilà, est-ce que je vais bloquer, pas bloquer, qu'est-ce que les gens vont penser de mon bégaiement. Et je trouve que ça se voit en fait que tu prends du plaisir, Nicolas, que tu es souriant et que voilà, tu es dans la gestuelle, ça se voit que tu es vraiment content d'être là et tu prends du plaisir à faire ton discours. Donc, c'est ce qui m'avait plu dans cet extrait, voilà, que ça montre que quand on arrive à faire passer l'affluence au second plan, on peut vraiment se concentrer sur les idées qu'on veut transmettre. Et je pense qu'en fait, les gens en face le ressentent tout de suite parce qu'on sent que la personne a lâché prise sur certaines choses et qu'elle est vraiment dans l'instant, en fait. Et c'est ce qui m'avait plu. Et ça n'empêche pas de convaincre. Là, du coup, on n'a pas vu toute l'argumentation, mais c'était un discours convaincant. Et c'est le but premier de l'éloquence, c'est de convaincre et d'émouvoir aussi peut-être.
Alice, je ne sais pas si tu voulais Ouais. ajouter quelque chose. Oui, oui, non, là, je suis totalement d'accord, hein, je pense que tu as vraiment dit ça. Et je suis intéressée d'avoir ton ressenti, Nicolas. Est-ce que c'était comment de l'intérieur? Est-ce que c'était un moment aussi où il y a eu un changement Enfin, moi, dans mon parcours, en fait, sur l'éloquence l'éloquence du bégaiement, il y a eu un déclic, en fait, en en demi-finale, parce que au départ, je m'excusais. À chaque fois que je bégayais, je m'excusais, je m'arrêtais. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre le coup entre pied. C'est-à-dire que si je bloque, ben je, je je peux aussi en rire un petit peu, quoi, de pas non plus trop, de pas trop stresser euh, par rapport à ça. Et en tout cas, moi, je me rappelle, ce jour-là, j'ai été vraiment très enrhumé et très, et très, et très fatigué. Et tous les mots qui se sortaient étaient vraiment durs, quoi. Enfin, c'était à la fois une lutte et en même temps un plaisir de dire des choses qui me tenaient vraiment à cœur. Yes, donc c'était vraiment un moment pour toi charnière, crucial, que toi, je pense, Mélissa, tu avais repéré, tu avais senti pendant le concours. Et, Ouais, mais au final, voilà. c'est vrai que ça allait assez vite, en fait. Ce qui est vrai, bah, évidemment, voilà, les candidats, vous vous êtes perfectionnés, vous avez progressé jusqu'au jour de la finale, mais en fait, très rapidement, dans les premières semaines, et c'est ça qui était fou à voir, c'est que après déjà un ou deux ateliers, on voyait déjà des progrès qui étaient vraiment flagrants. Après, tout le monde ne part pas évidemment du même point. Les gens ont plus ou moins une aisance naturelle ou sont plus ou moins à l'aise, mais c'est vrai que c'était flagrant. Et là, enfin, voilà, je pense que Nicolas, sur voilà, ce discours de demi-finale, c'est là que tu as vraiment commencé à t'affirmer, quoi. Et que Ouais, puis tu t'es aperçu. je sais pas si tu te rappelles, au départ, au départ, je ne voulais pas être filmé. Au départ, quand la caméra elle arrivait vers Nicolas, il faisait ça. Ah oui, Il ah mettait bah, une feuille devant. il y Et je lui avais avait, dit, non mais Nicolas, si tu m'as dit non, je ne vais pas te forcer à être filmé. Et il se cachait derrière une feuille comme ça. il y avait justement une question à ce sujet dans les commentaires. Il y a Victor qui dit en étant bec, j'aurais plus de mal en étant filmé ou enregistré, je pense. Donc c'était un sacré défi d'accepter Ouais, la caméra, Nicolas aussi. C'est une pression en plus parce qu'il y a là, il y a en plus qui filme, mais en tout cas, ça fait moi, ça m'a pas trop, ça m'a pas trop gêné, quoi. Ah Et, oui, mais il y avait et quand même. aussi, et aussi, ce qui est impressionnant par rapport au parcours et de Nicolas, c'est qu'après l'éloquence du bégaiement, il a été retenu pour le grand oral sur France 2 et qu'il a du coup parlé devant 1,5 million de personnes. Tu veux peut-être en Ouais, dire un petit mot rapide? ben, en fait, c'était un moment, un moment très important que j'ai parlé de choses de toute la souffrance que le mes bégaiements a été pour moi depuis l'enfance, quoi. D'une institutrice qui me mettait au coin. Donc, en fait, il y avait des mots qui étaient chargés de sens. À chaque fois que je bégayais trop fortement, mon institutrice en CP qui me mettait au coin. Donc, j'ai démarré mon discours avec un sujet lourd.
Et finalement, le fait de faire rire, non pas sur ce thème-là, mais sur que ce discours, il amène aussi à rire et puis il apporte aussi de l'espoir. C'est un truc qui m'a fait énormément de bien, en fait. Oui, et Et d'être entendu par plein de monde aussi. voilà, après, j'ai vu des gens qui m'ont envoyé des messages. Enfin, les gens étaient globalement très gentils, en fait. J'ai senti que d'avoir un beg à 21h, parce que vraiment, enfin, j'ai démarré, on a démarré l'émission sur moi presque. Et en fait, je pense que c'est une histoire qui a touché, qui a touché du monde. Mm. Je prends juste pour rebondir quelques commentaires dans le Oui, chat. On a Daniel qui nous dit de même être dans un groupe de PQB soudé, c'est pour certains entendre pour la première fois d'autres PQB et se dire que finalement ce n'est pas si terrible que ça. Je ne sais pas si l'extrait de Lynn sera proposé ce soir, mais ce qu'elle a dit, je ne l'avais jamais vu sous cet angle. Oui, du coup, non, on n'aura pas l'extrait de Lynn ce soir, mais je pense que vous voyez de quel extrait Daniel parle. Et c'est vrai que y avait que la caméra pouvait être un stress peut-être au début pour les participants, mais vous me dites si je me trompe, mais je pense qu'il se passait quelque chose de plus fort en fait qui vous a fait un peu zapper la caméra, c'est que vous étiez avec d'autres PQB et que de progresser tous ensemble et de vous voir les uns les autres, ça vous faisait progresser parce qu'on n'a pas l'habitude en fait quand on bégaye de voir des gens, d'autres personnes tous les jours, voilà, qui bégayent aussi autour de nous. Et c'est vrai que ça aide vachement à avancer, quoi, cet effet de cohésion. Il y a Malik qui nous dit, Malik qui a participé au concours, il est vrai que cela peut faire peur de se dire qu'on va se voir en train de bégayer. Être filmé me mettait face à moi-même avec le temps. On s'y fait et certains y ont pris plaisir. Donc évidemment, je pense que c'est facile pour personne. Déjà qu'on n'aime pas, même sans bégayer, on n'aime pas s'entendre sur un répondeur et on n'aime pas se voir. On trouve toujours qu'on a une voix bizarre ou une posture bizarre. Je pense que le premier visionnage, il n'est jamais agréable. Mais je pense qu'on peut arriver, c'est une question d'habitude en fait. Et une fois qu'on a brisé la glace, c'est vraiment les premiers instants qui sont les plus difficiles, je pense. Il y a Victor qui nous dit PQB, c'est-à-dire PQB, personne qui bégaye. Désolée, on utilise ce terme. C'est au lieu de dire personne bègue ou personne qui bégaye, ou voilà, on a condensé en disant PQB. Et je reviens sur ce qu'on a dit par rapport à Lynn. Je trouve que c'est vraiment, en effet, un passage super intéressant de se rendre compte que c'est de se projeter, de donner des conseils aux autres qui permet qui elle lui a permis. Elle disait que c'était elle, je crois que c'est ça qu'elle disait, ce qui lui a permis d'aller mieux, quoi, enfin de vraiment avancer dans son trajet. Donc ça, il y a Christine qui nous dit « Je sais que contrairement à certains, je regrette de ne pas avoir accepté d'être filmée. » Parce que c'est vrai que Christine, elle a participé à la première édition. Elle a été jusqu'en demi-finale, elle était super, mais elle avait fait le choix de… la majorité des gens avaient accepté d'être filmés. Il y avait quelques personnes qui ne le sentaient pas. Chacun ses raisons, il n'y a aucun problème. Donc, elle avait décidé de ne pas être filmée. Et sûrement pour ne pas se rajouter une pression supplémentaire. Et elle nous dit qu'elle le regrette un peu. Voilà, enfin, en même temps ça se comprend parce qu'on ne sait pas trop dans quoi on met les pieds, donc c'est peut-être un challenge de trop, mais le fait est que ça aide vraiment, et je pense que de se voir d'un tour sur l'autre, de regarder ces discours pour corriger des postures, corriger des tics de langage, corriger certaines choses, ça aide beaucoup. Et je sais que les orthophonistes, c'est quelque chose que vous faites très souvent avec les patients, de se filmer, même avec le téléphone portable, et de se regarder et de s'écouter parler, en fait.
je sais, est-ce qu'on passe à l'extrait suivant? Oui, on va peut-être passer, Parce oui. qu'on a, ouais, le temps passe. Du coup, deuxième extrait que je vais vous mettre, c'est le début du film. Donc, on a à peu près 1 minute. C'est du coup un des membres du jury, un des formateurs qui a aussi été membre du jury final, Guillaume Prigent, qui est formateur en éloquence, auteur, spécialiste de l'éloquence, qui nous partage son ressenti à l'issue de la finale, une fois que tous les participants de la finale étaient passés. Et du coup, on va l'écouter. Hop, ça arrive. On a vu des milliers de candidats, on passe 40 ou 50 soirées par an à aller juger, à aller regarder des formations, des ateliers. Et moi, il y a quelques jours, je sais, on en parlait, je disais, mais ça fait 10 ans, j'ai un peu envie d'arrêter, parce que ça fait 10 ans, j'ai fait le tour, j'ai plus rien à apprendre, il y a des gens plus jeunes qui arrivent, et vous me confirmez que vous allez me mettre à la retraite d'abord, parce que vous êtes beaucoup plus fort. Mais pas de bol, vous m'avez surtout donné envie de continuer. Parce que, je vous le dis très sincèrement, l'éloquence, elle souffre énormément par moments d'être hypocrite, d'être un jeu. On parle pour faire le malin, on parle pour faire des shows, on parle pour faire des punchlines, etc. Vous avez parlé à cœur ouvert, avec une profonde bienveillance, sans exhibitionnisme, une profonde bienveillance. Vous avez fait ça et vous avez été intelligent, vous nous avez ouvert votre cœur de la manière la plus pertinente qui soit, et c'était aussi exigé de votre public et exigé de nous que de nous parler aussi sincèrement. Et très franchement, je vous le dis, ça fait 10 ans que je suis là-dedans, je n'ai jamais eu envie de pleurer un concours d'éloquence. Et ça revient parce que vous imposez par votre talent, je vous le jure, je suis désolé, hein, vous imposez ce qu'on ne voit plus dans l'éloquence. Vous redonnez ces lettres de noblesse à l'éloquence. Et c'est magnifique ce que vous faites. Alors du fond du cœur, à Mouna, à Juliette, à vous 8, à tous ceux qui, j'espère, vont prendre cette occasion de se dire « Allez, j'y vais », à tous ceux qui se disent « C'est pas pour moi », bah si, c'est pour vous. Voilà, vous avez fait ce qu'on peut demander de mieux à un orateur ou une oratrice. Vous nous avez émus, vous nous avez fait rire. J'ai pleuré de rire avec vous. J'ai eu envie de pleurer, j'ai envie de vous prendre dans mes bras. Ça va arriver d'ici quelques minutes. Désolé si vous n'êtes pas tactile, moi non plus, mais là, on n'y peut rien. C'est magnifique ce que vous avez fait et je ne sais pas. Étienne a dit au début, il y a un mot, voilà, c'est le mot merci. Je ne sais pas s'il suffit, mais c'est vraiment le seul que j'ai. Alors je vous le dis du fond du cœur, merci. Voilà, du coup, deuxième extrait. Donc, c'est vraiment le tout début du documentaire. Et en fait, à la base, je n'avais pas monté du tout l'introduction du film comme ça. Je voulais commencer quelque chose, je ne sais pas, j'avais tenté plein de trucs, juste de la voix sur un fond noir, un autre extrait. Je ne savais pas trop comment commencer. Et en fait, il y avait cette intervention de Guillaume que j'aimais bien, mais qui ne rentrait pas dans le montage, à la fin du film, dans la vraie scène de la finale. Ça calait pas, en fait, ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe, c'était trop long, et je voulais vraiment qu'on l'entende comme ça, en plan séquence, enfin, c'est pas vraiment plan séquence, mais qu'on l'entende dans la continuité. Et c'est une copine à qui j'avais montré une version en cours de montage qui m'a dit, mais ça, mets-le au début. Et même si voilà, c'est un peu énigmatique, peut-être qu'on ne sait pas trop qui est cette personne, ni où est-ce qu'on en est, on va raccrocher les wagons, et ça permet de donner un avant-goût, quoi. Et du coup, ce que j'aimais bien dans cet extrait, c'est que je trouve que Guillaume, il dit de façon assez juste et assez personnelle. Enfin voilà, moi, je ne suis pas du tout spécialiste des concours d'éloquence, mais je pense que si quelqu'un l'est, c'est bien Guillaume Prigent, qui en a vu des centaines et des centaines. Et voilà, et il met l'accent sur l'importance de la sincérité et l'honnêteté, comme quoi c'est l'ingrédient qui fait la magie du discours. Et la technique et l'élocution pure ne font pas tout. Alors, on va pas dire le contraire, c'est agréable d'entendre quelqu'un qui parle bien, qui a du vocabulaire, qui utilise des figures de style, des références. Voilà, tout ça, c'est agréable. Mais personnellement, moi, les discours qui m'ont le plus marqué dans ma vie, ce n'étaient pas les discours les plus carrés et les plus propres d'un point de vue académique. Et pour moi, c'est vraiment la sincérité. Peu importe, pas forcément un sujet, pas forcément être dans le drama, c'est pas ça la question, mais voilà, d'y mettre ses tripes et
et de ne pas être dans une mauvaise foi, d'être, à part si c'est vraiment l'objet du discours, mais voilà, d'être une espèce de sincérité qui transparaît. Et je trouve que je trouve que vraiment tous les participants du concours, ça, ont réussi à le faire, et c'est ce qui a fait, de mon point de vue, les meilleurs discours, et pas du tout l'affluence en fait. C'était vraiment cette transmission de sincérité. Mouna ou Alice, je ne sais pas si vous voulez rebondir. Ah, ton micro est coupé, Alice. Si j'avais coupé. Oui, je voulais répondre à la question de Daniel qui demandait Eloquentia, finalement, c'est quoi? C'est un concours d'éloquence qui a été créé le premier, c'était à Saint-Denis par Stéphane de Freitas, et qui a un peu lancé cette nouvelle idéologie enfin, cette façon d'enseigner l'éloquence, je dirais, de transmettre l'éloquence, mais d'un point de vue moins justement sur est-ce qu'on va faire un beau discours avec des belles références et bien s'écouter parler pendant longtemps, mais plutôt être je ne retrouve plus le mot, enfin être vraiment en phase avec ce que l'on ressent à l'intérieur, et utiliser l'éloquence comme outil d'émancipation plutôt, et de développement personnel presque, de comprendre ses émotions, comprendre son ressenti, et développer son vocabulaire aussi quand c'est pour les jeunes, développer son langage oral. Et je trouve que c'était il y a quelques années, et c'est quand même une nouvelle forme. Et c'est vrai que je ne savais pas, il y a Nicolas qui dit que Guillaume Prigent était aussi co-créateur avec Stéphane de Freitas, alors j'imagine. Alors, il n'est pas co-créateur, mais il a participé aux premières éditions. Et il est très actif au sein d'Eloquentia. Ouais. Ok. Et je voulais juste revenir aussi sur le fait que moi, comme j'ai fait une expérience, j'ai fait jury à Eloquentia Bruxelles et cette année formatrice, moi aussi j'en ai vu pas mal, beaucoup même, des discours, et c'est vraiment marquant, enfin, c'est vraiment ça qui me touche, c'est que il y a plein de discours qui sont très bons, mais on sent tout de suite quand la personne maîtrise bien la forme, mais ne nous transmet pas quelque chose d'hyper personnel. Et avec le bégaiement, finalement, on est tellement obligé de comprendre bien ses émotions pour apprendre à vraiment dire ce qu'on a sur le cœur. Et puis, je pense que c'est encore plus important de dire vraiment ce qu'on a sur le cœur. Enfin, ça dépend des objectifs de chacun et des envies de chacun, mais que ça rend des discours, oui, encore plus puissants. Enfin, c'est ce que je sens. Et que parfois, ça me fait penser au film M de Sarah Forestier. Je ne sais pas si certains l'ont vu, mais je trouve que le lien, c'est que quand le bégaiement se voit, quelque chose dont on est obligé de s'occuper, de bien comprendre ses émotions pour aller de l'avant, eh ben, c'est un peu finalement une chance pour bien se connaître. Enfin, je veux dire, parfois, ça peut paraître être quelque chose de difficile parce que tout le monde le voit et que ça peut être honteux, gênant. Mais finalement, plus ça se voit, plus on est un peu obligé de bien se comprendre pour aller de l'avant, et plus ça peut être une chance. Il y a certaines personnes qui cachent un peu leur honte, leur gêne, et finalement qui les traînent pendant bien plus longtemps, et qui s'occupent peut-être moins d'elles et de ce qu'elles ressentent vraiment. Je trouvais que c'était ouais. Ça me faisait juste penser, je ne sais pas si vous connaissez, la plupart, je pense que vous avez vu cette vidéo. Si vous tapez sur YouTube OCD de Neil Hilborn, Hilborn, et OCD, c'est une vidéo en anglais, OCD. C'est une vidéo qui avait fait le buzz un peu, c'était en 2013, donc il y a un moment. Et c'est une magnifique vidéo où c'est un extrait d'une scène ouverte, comme une scène ouverte de discours ou de slam, où il y a un jeune homme qui fait un discours, et en fait, il est atteint de TOC, donc de troubles obsessionnels compulsifs, qui l'amène à répéter 10 fois les mêmes gestes d'affilée, ou alors à répéter 5 fois d'affilée la même phrase. Voilà, et il en parle dans son discours, et en fait, il raconte une histoire d'amour qu'il a eue avec une jeune femme, et de comment ces TOC ont interféré dans son histoire d'amour.
Et du coup, forcément, quand il fait son discours, ces tocs parfois arrivent dans le discours et il se met à répéter les phrases. Enfin, je vous gâche pas la surprise, vous regarderez. Et c'est un discours. Enfin, il y a clairement 15 millions de vues sur YouTube. Enfin, vous pouvez pas rater la vidéo. Et ça fait, c'est un discours qui dure peut-être 2 minutes, qui moi me prend aux tripes en 30 secondes parce qu'il est en parlant non seulement d'une histoire personnelle qui tourne de manière très poétique et en fait en assumant sa différence, il est dans une forme de vulnérabilité totale en fait, qui n'est pas une faiblesse, qui est justement la force de son discours. Et ça fait un discours mais hyper éloquent, hyper efficace. Je vous invite vraiment à le regarder. Et merci Mylène, je vois que Mylène a mis le lien juste à droite. Allez jeter un coup d'œil après, mais voilà, pour moi c'est vraiment un exemple flagrant de sincérité, en l'occurrence à travers le handicap dans une prise de parole, quoi. Oui. Et oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas Eloquentia, vous pouvez regarder le film À voix haute, que Sébastien dit. En effet, c'est le documentaire qui explique cette expérience. Et puis, ceux qui ont participé peuvent se réinscrire aux prochaines éditions. Outre l'accompagner, les liens entre participants sont-ils soutenus par une structure? Alors ça, c'est peut-être Mouna qui va pouvoir Mouna, est-ce que tu veux répondre? Il est parti derrière l'ordinateur, il a coupé la caméra. Non, je suis là. Je suis là. Alors, du coup, vas-y. C'est la question de Sylvie Clerc, c'est bien ça? Oui, c'est ça. La question, ceux qui ont participé peuvent-ils se réinscrire aux prochaines éditions, outre l'accompagner, c'est-à-dire, je pense, participer à l'organisation? Les liens entre participants sont-ils soutenus par une structure? Ok. Alors, oui, les candidats peuvent se réinscrire. On a juste mis une règle, c'est que ceux qui sont arrivés en finale ne peuvent pas se réinscrire pour les laisser une chance aux autres de vivre l'aventure jusqu'au bout. Et est-ce que les liens sont soutenus par une structure? Oui. L'éloquence du bégaiement est un événement de l'association Parole Bégaiement. Donc on bénéficie de tout le réseau et de toute la structure de l'association Parole Bégaiement. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Sinon, on peut passer le dernier extrait. Ouais, le temps tourne. On vous met le dernier extrait. Du coup, pardon, je t'ai coupé. Oui, non, mais je voulais dire par rapport à l'horaire, j'avais dit à un moment 20h30, puis 20h. Enfin bon, on va faire un peu entre les deux. Ok, ça marche. Alors, le dernier extrait, donc pareil, on est sur un extrait d'une minute, peut-être plutôt 2 minutes et quelques. Je retrouve mon temps. C'est un extrait de Draman, du coup, qui est un des candidats qu'on suit dans le film. Et c'était lors son discours du premier tour. Donc, c'était le tour où le thème était libre et il avait choisi de parler du regard des autres, de l'importance du regard des autres. Et je pense que ça peut nous faire une petite ouverture voilà, pour clore ces diffusions d'extraits. Je vous laisse avec l'extrait tout de suite. Moi, j'ai peur de tout. J'ai eu peur de me présenter comme candidat au concours d'éloquence, peur du regard du public, de celui des gens dans une salle d'attente, peur de décrocher les téléphones sans savoir qui m'appelle ou de parler en public. Dans ma vie, j'ai peur de rencontrer des gens qui me plaisent, car j'ai peur de ne pas leur plaire. On parvient, dans une certaine mesure, à surmonter ces peurs. On arrive enfin à passer par-dessus ces regards qui nous pesaient au quotidien, qui nous empêchaient d'être pleinement nous-mêmes, d'avoir de l'ambition et de trouver
notre place au sein de la société. Mais il n'y a pas d'âge pour commencer à vivre sa propre vie. Tac. Voilà, du coup, petit extrait de Draman. Draman, ça a été, je pense que vous avez vu dans le film, j'ai malheureusement pas pu, il y avait beaucoup de candidats, j'ai dû faire un peu des choix de personnages, on va dire, personnages principaux, personnages secondaires, si on veut appeler ça comme ça. Et du coup, j'ai donné une place assez importante à Draman parce que c'est vraiment des choix de réalisation personnelle. C'est quelqu'un qui m'avait beaucoup touchée de par son parcours et par son attitude, de par ses discours et son histoire du coup qu'il raconte un peu en interview pendant le film. Et j'ai trouvé qu'en fait, le fait qu'il choisisse pour ce discours à thème non imposé, qu'il choisisse de lui-même de parler de cette question du regard des autres, de la peur du jugement, c'était très éloquent en fait parce que si on veut élargir un peu, même si on n'a pas de problème de fluence ou de troubles d'élocution, de dealer avec le regard des autres, c'est quelque chose qu'on connaît tous et il y a des gens qui arrivent à le surmonter. Grand bien leur face, j'aimerais qu'ils me disent comment ils y arrivent, mais c'est ce qu'on cherche un peu tous à faire, je pense. Enfin, en tout cas, moi personnellement, ce que je cherche à faire, ce que j'ai cherché à faire dans mon bégaiement et aussi dans les autres aspects de ma vie, quoi. Mais c'est vraiment pas simple et je trouve que Draman a une très belle façon il a un discours très direct et très simple, mais très simple dans les exemples et dans les mots qu'il choisit, mais qui est vraiment assez universel. Je trouve qu'on peut tous se retrouver dans son discours et en l'occurrence, c'était aussi un objectif pour moi et pour nous que ce film, il parle aussi à des gens qui ne bégayent pas et que d'autres personnes puissent s'y retrouver et avoir envie de se lancer un défi, d'oser prendre la parole en public et d'oser mettre de côté un peu le regard des gens. Et c'est vrai que c'est des retours, moi personnellement, qui me font plaisir quand des gens me disent moi, j'y connais rien au bégaiement, je suis tombée sur ce film, mais ça m'a parlé, ça m'a donné envie. Une fois, à une projection, il y a quelqu'un après qui a fait un retour par mail à Lynn, en l'occurrence, et qui lui a dit après avoir vu le film, quand je suis retournée au boulot lundi, j'ai osé prendre la parole en réunion, alors que d'habitude, j'ai des trucs à dire et j'ose pas. Là, j'ai levé la main, j'ai osé faire telle ou telle action. Et c'est vraiment, moi, c'est ce qui me touche le plus, quoi. Et je pense personnellement que c'est là le plus gros du travail quand on a un bégaiement. Il y a le travail, alors, le travail orthophonique en tant que tel, évidemment, si on y a accès, qui est très important et qui constitue une bonne boîte à outils pour affronter tout ce qu'on doit affronter. Mais pour moi, je pense que le plus gros du travail, c'est de travailler sur l'estime de soi. Et ça, ça peut prendre une vie peut-être. Mais Alice, je sais. Oui, de se comprendre. Et oui, je suis très touchée. Là, j'ai vu le commentaire de Rosine Leclerc qui dit aussi que c'était un passage qui était particulièrement touchant et même les non-bègues peuvent s'y retrouver. Oui, je reviens un peu sur mon expérience avec le bégaiement. Moi, je ne bégayais pas, mais comme beaucoup de personnes qui ne bégaient pas, j'ai plein de symptômes du bégaiement, comme ne pas oser prendre la parole, hésiter à le faire, avoir des réactions corporelles envahissantes, comme c'était aussi plus par le passé que maintenant. Hein. Puis justement, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent évoluer quand on comprend bien nos réactions corporelles et qu'on peut les atténuer. Il y a des réactions corporelles qui provoquent du bégaiement, quand c'est situé au niveau du larynx, de la langue, des lèvres, etc. Il y a d'autres réactions corporelles qui sont très envahissantes quand même, qui nous font trembler les jambes, les bras. Je vois ça très très souvent chez les éloquents chez les participants de Eloquentia qui généralement n'ont pas de bégaiement, mais pas toujours. Je tiens à préciser quand même que deux des 8 finalistes, donc quart de finalistes de Eloquentia Bruxelles de l'année passée, il y en avait 2 qui bégayaient sur les 8. Donc, ils étaient à un concours d'éloquence pas réservé aux personnes qui bégaient. Donc, ça, c'était une petite parenthèse, mais on a
tous des réactions corporelles qui peuvent nous déranger. Et donc de comprendre ces réactions corporelles-là et de trouver des façons d'y réagir qui vont les atténuer, c'est en effet quelque chose que tout le monde peut se retrouver dans ce parcours-là, même si parfois le bégaiement, ça paraît un peu spectaculaire et on se dit c'est très éloigné de ce que les personnes fluentes peuvent avoir. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes très sensibles dans la population qui se retrouvent beaucoup en tout cas dans ce film et aussi dans tout ce que les personnes ont dit. Ouais. Et, oui. Mouna, peut-être tu voulais dire aussi quelque chose sur cet extrait On peut peut-être passer la parole à Hélène? Ouais. Oui. Et, Hélène, si tu peux activer, alors je vais te retrouver, mets ton, t'es pas obligé de mettre ta vidéo, mais Ouais, serait... est-ce que c'est bon? Est-ce que ouais. vous me voyez? Oui. Super. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Okay. Merci. Bonjour Hélène. Bonjour. Du Donc, coup, Hélène, pardon, je te Vas-y. Non, mais tu penses, de toute façon, tu vas te présenter toi-même. Hélène qui a participé, du coup, qui n'est pas dans le film, mais qui a participé à la première édition. Est-ce que tu voulais nous faire un petit retour d'expérience? Comment tu l'as vécu ce concours? Alors, pour moi, je voulais commencer tout d'abord par, je ne sais pas si vous avez vu le film Un discours d'un roi, parce que dedans, il y a une scène où c'est dans la chapelle de Westminster, je crois, et il y a une scène avec un trône, et il y a donc le roi qui est bègue, qui dit à son orthophoniste qu'il ne faut pas qu'il s'assoie sur le trône, et son orthophoniste lui demande pourquoi je devrais vous écouter. Et donc le roi lui dit parce que je suis votre roi, donc vous devez par droit divin m'écouter. Et l'orthophoniste dit non, ce n'est pas un argument qui est valable. Et là, le roi dit un truc qui, moi, m'avait beaucoup marqué. Il dit « parce que j'ai une voix ». Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup résonné en moi et qui résonne beaucoup dans ce concours. C'est que quand on bégaye, mais alors c'est vrai que c'est pas que pour les personnes qui bégayent, parce qu'il y a des personnes qui sont fluides et qui ont une voix, mais qui n'osent pas la sortir, qui n'osent pas l'utiliser par la peur du jugement que les autres peuvent avoir. Et ce que j'ai beaucoup apprécié avec ce concours, c'est qu'il y a un vrai environnement qui est bienveillant. Donc même si c'est effrayant de participer à un concours d'éloquence, parce qu'on se dit je vais monter sur une scène devant tout le monde va me regarder, en plus si je bégaye, je vais bloquer, il va y avoir un jugement, ça va être stressant. Ce qui était vraiment bien ici, c'est que les gens étaient bienveillants, les participants entre eux étaient bienveillants, donc on a vraiment créé une équipe soudée. On s'entraidait sur les discours, on se donnait des conseils, on se remontait le moral quand il y en avait qui n'avaient plus trop. Et donc moi, s'il y avait une chose que je retiens de cette aventure, et je crois que Mouna l'a dit, c'est que c'est avant tout une aventure humaine. Et c'était vraiment super important. Et la bienveillance est extrêmement importante si on veut sortir de sa zone de confort. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Merci. 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 Je sais pas si j'avais peur que si tout le monde mettait sa vidéo, ça ferait bugger le truc, mais ça n'a pas l'air. Donc n'hésitez pas si vous voulez mettre votre vidéo. Oui, Zoom, ça fait plaisir. Si quelqu'un veut poser une question, on peut peut-être déjà commencer. Hein. Ouais. Et s'il y a des questions, les gens qui veulent s'exprimer en live ou dans le chat, levez la main, faites quelque chose et désactivez votre micro. Alors, il y a Victor qui voudrait faire un témoignage. Vous pouvez activer votre micro et votre caméra seul, hein, parce que ce sera plus simple, c'est le temps que je vous trouve. Peut-être juste qu'on désigne la personne et ensuite vous activez, comme ça on ne se coupe pas la parole. D'accord. Oui, je peux donner la parole à Victor ou... Je ne vois pas Victor. Je suis là. Ok. Super. Salut Victor. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. On t'écoute. Voilà. Bonjour à tous. Alors, dans un premier temps, je voulais faire un témoignage personnel donc lié au documentaire L'éloquence du bégaiement que j'ai vu. Dans un premier temps, je voudrais vous remercier tous les protagonistes grâce à qui ça a été possible. Donc, les bègues, les
les experts, les intéressés, les gens de près ou de loin intéressés par ce sujet que finalement j'ai rarement vu traiter. Donc moi, donc j'ai 24 ans, je bégaye depuis un peu plus de 15 ans. Et en 15 ans, j'ai rarement vu, en effet, de vision globale sur le sujet. Alors, ce que je voudrais dire, je vais faire un bref récapitulatif de ma propre expérience à travers cette difficulté d'élocution. Donc moi, ça a commencé lié à un trauma émotionnel dont je me souviens pas et qui est en l'occurrence très banal, donc un divorce. Voilà, ça regarde tout le monde. Sauf que il se trouve qu'en étant enfant, j'étais extrêmement sensible et j'ai du mal à comprendre ce qui se passait. Donc, dans un premier temps, je me suis enfermé dans un mutisme parce que j'avais peur du monde, j'avais peur de ce qui m'entourait, j'avais peur des autres, j'avais peur de prendre la parole. Donc, en fait, j'ai décidé de me taire définitivement par protection. Sauf que à l'école et dans les cadres de vie en collectif, c'est pas extrêmement évident. Les enfants comprennent pas, donc ils peuvent être cruels, ils peuvent être déstabilisants. Donc, c'était relativement difficile. Donc, il y a un sentiment d'enfermement, d'incompréhension de soi-même, de ce qui nous arrive. On ne comprend pas pourquoi maintenant et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, est-ce qu'on n'a pas le droit à l'expression orale et comme un participant l'a dit, à avoir une voix nous aussi, parce qu'on en a une et qu'on a le droit de s'exprimer. De là suit un dégoût, en fait, un dégoût de moi-même, une perte de confiance en moi, très peu d'estime. Donc une dissociation entre l'esprit et le corps qui est assez difficile à assumer et à comprendre étant jeune. Moi, je pense que chaque bégaiement a une origine particulière, a une histoire, a des sources personnelles, émotionnelles ou autres, qu'elles soient connues, mises en lumière ou pas encore, et que c'est un travail, un chemin à affronter parce que finalement il fait partie de nous et qu'il faut l'accepter. Je vais venir. Donc la dissociation du corps, de la parole et de l'esprit, c'est comme un duel, une fuite, un combat entre soi-même et une autre part de nous. Mais ce qui m'a permis alors avec mon refus de parler et donc mon emmurement volontaire dans le mutisme, de développer une acuité à l'observation des situations de groupe, à l'observation de l'autre et des comportements d'autrui à travers les événements d'une vie, mais aussi l'observation de soi. Donc apprendre à s'écouter, apprendre à se connaître, apprendre à savoir comment est-ce qu'on réagit à une situation ou une autre. Ce que j'ai remarqué avec le bégaiement qui est extrêmement drôle, c'est qu'on développe en fait tous des astuces de camouflage, des méthodes d'esquive, d'affirmation autre, de jeu de mots, dans les faits, apprendre à communiquer avec, comme disait Mouna, avec les yeux, avec le corps, avec un sourire, avec autre chose. Voilà. Je trouve ça assez impressionnant, en fait, la capacité du corps humain à s'adapter à lui-même et à apprendre à jouer avec le danger, à jouer avec ce qui est douloureux et ce qui nous blesse. Et donc finalement, j'avais pu remarquer une mue progressive à travers des années, que mon bégaiement se transformait, qu'il évoluait, en même temps que mon estime de moi, en effet, et que mes réflexions et mes affirmations en tant qu'être vivant à part entière. Donc je prends le droit de vivre, je prends le droit de m'exprimer, et de plus en plus mon bégaiement va s'estomper, va être affirmé, et finalement je vais le prendre comme une force. La force de la différence, l'éloge de la faiblesse, apprendre à rire de moi-même, à rire devant un miroir de ma propre situation handicapante,
et à accepter qui je suis en entier. Et je pense que là, la première étape pour franchir un des nombreux caps de l'apprentissage de soi à travers le bégaiement. Voilà. Oui, C'est mon témoignage. Et merci. de terminer sur un point. Vas-y. J'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a énormément de bègues dans l'éloquence du bégaiement qui développent une forme de poésie dans leur discours, parce qu'en fait, ils ont très peu de mots à disposition, donc il faut bien les choisir. Et du coup, il y a une forme d'art qui en ressort, et je trouve ça assez magnifique. Donc merci à tout le monde. Voilà. Merci pas beaucoup. Merci. Et oui, ton témoignage fait vraiment penser à une phrase que j'ai lue il y a quelque temps sur un article de la RTBF, mais je ne sais pas de qui elle est. Et quelqu'un a dit... Vous m'entendez bien? Ouais. Ah oui, ça a bloqué. Ok. Merci, Victor. Quelqu'un a dit on comprendra vraiment bien ce que c'est le bégaiement quand on aura compris ce que c'est l'âme. J'ai l'impression que se soigner du bégaiement, c'est aussi un peu soigner son âme. Ça, on ressort. Enfin, c'est ce que je comprenais aussi du témoignage. Et ça me faisait penser également à la question du confort. Le confort dans la voix, peut-être que tu voudrais en dire un mot, Mélissa. Moi, je voyais l'affluence quand on a préparé un petit peu la réunion. On a parlé de l'affluence, qu'est-ce que c'est? Et moi, j'aimais bien cette idée de confort. C'est à partir du moment où on arrive à se sentir confortable dans une voix et dans la prise de parole, on n'est plus gêné par le bégaiement, etc. Et voilà. Et Mélissa me disait... Parfois, il y a eu besoin d'être un peu dans la situation d'inconfort pour se lancer. Mais c'était carrément. Ouais, tu peux. Ouais, je pense. Enfin, il y a comme l'a dit, je sais plus qui au début, mais il y a cette fameuse expression de sortir de sa zone de confort. Et ça, je pense que c'est une expression qu'on connaît bien, et je dis pas le contraire, qu'il faut le faire. Et c'est vrai que je pense qu'il faut d'abord se mettre dans l'inconfort. Le premier pas, il est toujours inconfortable, on ne sait pas vers où on va, c'est flippant, c'est tout ce qu'on veut. Et sortir du mutisme, pour Victor, ça n'a peut-être pas été très confortable. Voilà. Mais en même temps, oui, il y a Audrey qui dit « Je trouve très éloquent Victor » quand il participe au concours d'éloquence. Ouais. Victor, on t'attend, je ne sais pas dans quelle ville tu es, on t'attend peut-être l'année prochaine. Et oui, juste, je voulais dire, du coup, être dans l'inconfort dans un premier temps, se mettre, prendre des risques, pour ensuite trouver un nouveau confort, en fait, dans le sens où, j'aime bien dans le film, il y a un extrait où Draman dit moi, mon but, c'était pas de vaincre mon bégaiement à 100%. Je voulais simplement le vaincre à 60 ou 70%. Je voulais simplement que quand je parle, les gens puissent me comprendre. Et en fait, je pense que peut-être que certaines personnes ont la volonté de faire totalement disparaître le bégaiement, d'avoir une parole impeccable, etc. Personnellement, ce n'est pas ma façon de penser, parce que je pense que même des personnes n'ont une parole absolument impeccable. Et c'est peut-être une croyance qui fait qu'on reste dans la déception, finalement. Dans la déception, exactement. Et je pense que grâce à l'orthophonie et au challenge qu'on peut se lancer, à réussir à retrouver un équilibre, en fait, entre un équilibre où on se dit, là, voilà, il y a encore des moments qui sont pas confortables, mais j'ai réussi à trouver une vitesse de croisière où mon bégaiement ne m'empêche plus d'avancer. Et même s'il y a des jours où ça va moins bien, il y a des moments où mon bégaiement il revient en force, etc., au moins, j'ai réussi à trouver mes techniques, ma façon de penser, mes nouvelles croyances, et en fait retrouver un nouveau confort, et que si l'affluence n'est pas parfaite, et ben tant pis, en fait. Je pense qu'il faut... Après, je parle vraiment de mon point de vue, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, mais je pense qu'il faut lâcher prise là-dessus. C'est ma façon de voir les choses, mais... Oui, et puis sauter le pas dans un peu d'inconfort, dans un climat bienveillant, avec des gens qui nous comprennent et tout ça, ça aide, comme l'ont bien proposé Mouna et Juliette. C'est vrai qu'on n'a pas dit que Juliette n'était pas présente finalement aujourd'hui, parce qu'elle est beaucoup occupée ces temps-ci. Mais voilà. Juliette qui a co-créé du coup, le concours avec Mouna, qu'on voit dans le film.
Ouais. Et je donne la parole à Fred. Tu voulais intervenir. Tu peux mettre désactiver ton micro. Alors, donc Fred, Oui, qu'on voit un oui, petit peu dans bonjour. le film, qui a participé. Salut, on Oui, t'écoute. bonjour. Moi, en fait, je voulais dire en fait que effectivement, moi aussi, au début du concours, ou lorsque le concours en fait est lorsque en fait on a fait cet appel aux candidatures, moi, c'est vrai que hein? Attends, je parle vite fait. Vite fait. Donc en gros, donc j'ai fait ce concours parce que j'aimais bien vraiment la compétition et tout, et vraiment ça. Mais c'est vrai que en voyant notamment Draman, le parcours de Draman, bah, ça m'a fait être un peu plus, on va dire, humble sur, sur moi-même. Et parce qu'en fait, lors de mon passage, j'ai vraiment pas été moi-même. J'ai essayé j'ai joué un rôle. Et, et donc, je me suis dit qu'il fallait que plus tard, je fasse d'autres concours d'éloquence pour essayer d'être moi-même. Et c'est pour cela aussi que j'ai participé donc au concours de l'art oratoire de, euh, euh, de Stéphane André. Et j'ai réussi à arriver en finale. Et, et puis, je voulais encore aller plus loin parce que franchement, j'aime vraiment ça, l'éloquence maintenant. Et j'en ai fait d'autres. Et dont aussi, bah, dernièrement, donc, j'ai participé à j'ai participé donc à Eloquenza Saint-Denis. Donc, du coup, j'ai passé le premier tour. Donc, j'ai été sélectionné donc, dans les 32. Puis là, en fait, vu qu'il y a eu le confinement, donc du coup, on a, on a dû faire donc, du coup, le troisième tour en vidéo, mais j'ai pas été pris, on va dire, j'ai pas été pris. Mais on va dire tout ça pour dire que on peut être éloquent, en fait, quand on bégaye, parce que la preuve, j'ai été sélectionné, en fait, dans ça dans le concours de l'art oratoire et dans Eloquenza, parmi, on va dire, plusieurs personnes qui plusieurs parents qui bégayaient pas. Donc, en gros, ça montre aussi que nous aussi, que, en gros, c'est pas une question de bégaiement, mais c'est tout simplement une question d'éloquence, en fait, Ouais. de compétences oratoires. Et est-ce que tu peux peut-être, je ne sais pas si tu as des anecdotes ou juste nous raconter comment ton bégaiement il a été accueilli dans les autres concours que tu as fait, que ce soit Eloquentia ou à l'école de l'art oratoire. Est-ce que toi, tu avais une appréhension ou est-ce que tu as annoncé la couleur tout de suite? Comment ça s'est passé en fait? Bah, en gros, moi, j'avoue que lorsque je fais un discours, j'arrive en fait à plus me calmer pour, et aussi avoir des silences. Lorsque j'ai bien pris mon discours, j'ai des silences. Et c'est vrai que je bégayais presque pas ou presque pas. Et donc, mais tout de même, c'est vrai que par exemple, dans mes premiers textes, par exemple, dans mon premier texte du concours de l'art oratoire et dans mon premier texte du concours de Eloquenza Saint-Denis, j'ai mis un exemple sur le bégaiement, en fait. J'ai mis un exemple sur mon bégaiement aussi pour montrer aussi au jury aussi que je bégayais. Mais au final, certains membres du jury, notamment à Eloquenza, ils m'ont dit, bah, honnêtement, si tu ne m'aurais pas dit que tu bégayais, en fait, bah, je ne l'aurais... Oui, voilà. Je ne l'aurais pas
ou remarqué. Ok. Et est-ce que tu avais déjà, tu penses que tu avais déjà en toi le goût de l'éloquence, mais que, entre guillemets, tu ne le savais pas encore? Et c'est en faisant l'éloquence du bégaiement où ça a été un déclic? Ou est-ce que depuis toujours, tu avais un peu ce rêve et là, tu t'es dit, j'y vais? Comment ça s'est passé? Bah, c'est vrai en fait que moi, en 2015, je pense, justement, je pense que c'était l'année de, justement, l'année de Eddie, de, de, de Eddie Monio, en fait, euh, pour, pour ma L3, j'allais souvent donc réviser mes cours à Paris 8. J'allais souvent en fait à Paris 8. Et c'est vrai que je voyais des affiches, donc du coup, pour participer à ce concours d'éloquence. Mais je me disais, mais, mais l'éloquence, c'est vraiment fait pour les gens qui sont en droit ou en théâtre ou ceux qui parlent super bien. Donc je me suis dit, non, c'était pas à ce moment-là que c'était pas que c'était pour moi. Et, et c'est vrai que moi aussi, je suis d'un naturel pas bavard du tout. C'est que je parle pas du tout, mais c'est vrai que j'aime bien montrer mon point de vue en fait. J'aime bien parler quand je dois le faire en fait. Donc, voilà. Okay. Eh ben, on te souhaite de faire plein d'autres concours et de continuer. C'est trop cool. Ben, merci. Merci pour ton témoignage. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole. Oui. Alors, Isabelle, on t'écoute, Isabelle. Il nous reste plus beaucoup de temps, donc si, je ne sais pas si c'est une question ou un témoignage, si on peut essayer de faire un petit peu plus court, mais on t'écoute. D'accord. Bonjour à tous. Salut. Salut. Donc, je suis contente d'avoir revu le film. Et voilà, j'ai participé l'année dernière au concours d'éloquence et j'ai voulu reparticiper cette année parce que justement j'ai beaucoup aimé l'ambiance du concours et pouvoir faire un discours devant d'autres personnes qui bégayent. Et je voulais aller plus loin dans le concours. Et donc, c'est moi qui ai participé au film M de Sarah Forestier. Voilà. Et donc, j'en remercie Mélissa d'avoir construit ce film. Et voilà. Et je vais continuer à participer au concours, je l'espère. On l'espère aussi. Cette année, c'est plus poursuivre. Film M que moi j'ai toujours pas vu d'ailleurs, faudrait que je l'achète une bonne fois pour toutes en VOD ou que je le trouve quelque part. J'ai très envie de le voir. Merci Isabelle. Je sais pas si est-ce qu'on aurait des étudiantes en orthophonie qui voudraient s'exprimer? Je sais qu'on est censé y en avoir quelques-unes ou alors quelqu'un d'autre. Faites-nous signe. Je dis, on a eu des très beaux témoignages par mail d'étudiantes en orthophonie. Merci pour les témoignages aussi en ligne. Mais donc, si une étudiante veut s'exprimer, ou un étudiant d'ailleurs. Oui. Pour une fois que les filles sont en majorité, moi j'accorde au féminin. Et découvrir la prise de parole en public via un écran. Et aussi... oui, je pense qu'il y a beaucoup d'orthophonistes ou d'étudiants en orthophonie qui peuvent se retrouver dans certains des critères du bégaiement et des évitements et tout ce qui fait grossir le bégaiement. Parce que c'est aussi une sensibilité par rapport à la parole. J'aime bien expliquer ça comme ça. C'est que si on a beaucoup de peur et tout ça par rapport à la parole, c'est aussi peut-être qu'il y a beaucoup d'envie de communiquer et de désir de communiquer. Donc, vous pouvez sortir de la petite zone de confort. C'est le moment de quitter la zone de confort. Moi, je veux bien. Anna, c'est une orthophoniste. Peut-être. Oui, bonsoir, du coup, je
je fais mes études d'orthophonie à Marseille. Je vois quelques collègues à moi qui sont sur le visio ce soir aussi. Donc, super, salut Marseille. Merci à tous pour ce film déjà et pour ce débat. On ne parle pas assez à mon goût du bégaiement dans nos études et encore moins du vécu, de ce que ça engendre, etc. Donc c'est hyper agréable. Et puis après, personnellement, ça nous fait aussi penser au concours qu'on a passé pour entrer en études et aux difficultés de parler à l'oral, tout ça. Donc, on se retrouve un peu dans vos témoignages, enfin, en tout cas, moi. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Oui, c'est vrai que j'ai découvert ça récemment en allant rencontrer les étudiantes en orthophonie. Ce concours d'orthophonie, je n'étais pas du tout au courant, mais ça a l'air d'être un truc assez spécial, très, très difficile, très exigeant. Et ouais. Et je pense que j'ai l'impression qu'on vous demande un peu aussi un exercice vraiment aussi de performance orale. Merci pour ton partage. Et on a Mylène qui veut nous partager. On t'écoute, Mylène. Il faut juste activer ton micro. Si tu peux le... C'est voilà. bon. C'est bon. Donc, un grand merci à vous pour ce soir, pour cette expérience virtuelle qui nous réunit, alors que généralement la distance nous sépare. Merci pour cette vague. Une belle vague, hein, ça fait plaisir de surfer. Alors, deux choses. En fait, il faut rappeler, moi j'ai préparé pendant 5 ans, je suis formatrice à l'oral et j'ai préparé pendant 5 ans des étudiants qui passaient les concours d'ortho. Donc là, le concours a été réformé cette année, mais il y a quand même encore une partie, il y a moins d'écrits, mais il y a encore une partie orale. Et on est très, 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 très en retard par rapport aux États-Unis, parce que dans les pays anglo-saxons, les thérapeutes, ce sont des personnes qui bégayent. Et en France, de très nombreux étudiants qui bégayent, qui ont un bégaiement masqué, sont obligés de cacher leur bégaiement. Et j'ai eu le cas cette année. À Nantes, il y a une formidable jeune de 21 ans qui est en école de droit qui voulait se réorienter en orthophonie. Et donc, j'ai fait la demande à l'école pour savoir si elle pouvait le dire à l'oral. Et en fait, la réponse a été tellement neutre que ce n'était pas accueillant du tout. Donc, bon, là, avec le Covid, il n'y a pas eu d'oral finalement. Mais il y a encore un gros travail à faire du côté des orthophonistes pour que les personnes qui bégayent aient toute leur place dans le monde de la thérapie. Et l'autre chose, c'est que, en fait, le bégaiement, ça transforme les personnes qui bégayent. La thérapie, elle transforme les personnes qui bégayent. Et elle transforme aussi les thérapeutes. Et moi, je ne reçois plus que des personnes qui bégayent. C'est addictif. Et que c'est tellement fort ce qui se passe, c'est tellement essentiel que tout le reste paraît futile. Merci à vous. Merci. Merci moi, beaucoup. Génial, comme d'hab. T'as dit quoi, Mouna? Il dit génial comme d'hab. Génial. Et c'est vrai que moi ce que je fais, Mylène, c'est que je prends quand même tout le monde, mais par contre, je leur dis dès le début que si on veut parler de dyslexie, je veux bien, mais on va pas parler que de dyslexie, on va quand même parler de ce que tu veux faire, qu'est-ce que ça va te faire de réussir à mieux écrire, mieux lire. Je pense que c'est ça qui est addictif dans le bégaiement, c'est de savoir que c'est s'intéresser à l'âme qui fait qu'on peut changer un comportement qui nous dérange. Et oui, tu veux répondre? Et une dernière chose, c'est qu'en fait, le gros point fort de Mouna et Juliette, c'est de mettre en valeur le talent de chacun. Oui, c'est ça. Et ça, c'est hyper fort. Ouais, carrément. Parce que je pense que parfois, ils ont réussi à avoir une longueur d'avance, en fait. Et c'est ce que font les orthophonistes parfois aussi, je trouve. C'est qu'en fait, quand la personne n'a pas encore assez d'estime d'elle-même, de confiance en elle, des fois, on a juste besoin de quelqu'un d'autre qui voit pour nous ce dont on est capable et qui nous donne le petit coup de pouce pour y arriver, quoi. Et Mouna et Juliette, ils voient ça très bien, le potentiel en chacun. Et des fois, oui, des fois, c'est une orthophoniste qui nous
voilà, on rencontre qu'une orthophoniste, on n'est pas forcément au meilleur moment de sa vie, quand on ne sait pas gérer son bégaiement, quand on est un peu démuni. Et parfois, il nous suffit juste voilà, d'une rencontre de quelqu'un qui a confiance en nos capacités, quand nous-mêmes, on n'a pas encore confiance en nos propres capacités et qui nous porte vers le haut, quoi. Et je trouve ça très fort ce que tu dis, Mylène, parce que une rencontre avec une orthophoniste, ça peut tout changer. Avec la bonne orthophoniste, avec qui on connecte bien, avec qui on se comprend, c'est d'essayer de enfin, on peut aussi très bien en faire sans, mais je sais que pour moi, j'ai vu beaucoup d'orthophonistes en étant petite qui n'étaient pas spécialisés. Et le jour où j'ai rencontré mon ortho, qui a été la dernière, du coup, qui est Véronique au Montboucan, à Paris, c'est là que ça a fait la différence. Et en fait, on partage tellement de choses personnelles, voire intimes, avec son orthophoniste sur le long terme, que ça devient une relation très importante. Et ça me fait trop plaisir d'entendre que c'est important pour vous aussi, les orthophonistes. Ouais. Et pour les étudiantes, je trouve que c'est chouette ce que tu disais, Mylène. Ouais. Que déjà, en tant qu'étudiant, si on est déjà en train de devoir cacher une partie de son âme, une partie de sa personnalité pendant les études, est-ce qu'après, on va permettre aux autres, quand on travaille, de s'ouvrir pleinement et d'aller chercher les qualités de chacun. Donc, je pense qu'on a du travail aussi dans les écoles pour rencontrer vraiment les étudiants et les étudiantes dans tous leurs aspects, et même si elles bégayent. Je dis elles, mais si des gars qui bégayent veulent devenir orthophonistes, commencez, ou logopèdes, commencez vos études. Ça manque de gars pour plus de parité. On a justement la parité. On a Daniel qui nous lève la main. Salut Daniel. Bonsoir Mélissa, bonsoir à tous. J'avais une question pour la Maison de la Francité. Est-ce que ça donne envie à la Maison de la Francité d'organiser un concours de l'éloquence du bégaiement? Donc moi c'est Alice, Vic, c'est vrai que j'aurais pu me renommer. Je parle pour la Maison de la Francité. Ça me donne envie, oui, ça me donne envie. Maintenant, je vois les compétences organisationnelles et motivationnelles de Mouna et Juliette, et je me demande si j'aurais autant de temps et de talent pour organiser ça. Tu as déjà créé Locopédie, Alice. Oui, c'est vrai. Oui. J'ai organisé… Qui fonctionne sur le même principe. Oui. Un stage, moi j'avais pensé à faire donc ça a eu lieu en octobre dernier, je ne sais pas si je vais réussir à le faire cette année, mais c'était un stage pour adolescents qui bégayent ou qui bredouillent ou qui ont peur de s'exprimer en public. J'avais envie de mélanger justement ceux qui bégayent et ceux qui ne bégayaient pas, parce que je voyais bien qu'il y avait des compétences que ceux qui bégayent pouvaient voir chez ceux qui ne bégayaient pas, et que ceux qui ne bégayaient pas pouvaient vraiment s'inspirer des compétences de ceux qui bégayaient. et aussi ceux qui bégayaient pouvaient se rendre compte qu'ils avaient été meilleurs dans certains domaines. Là c'était pour les ados, donc je trouvais que c'était encore plus important de se rendre compte de super bonnes compétences qu'ils pouvaient avoir, alors que des personnes qui ne bégayaient pas avaient plus de difficultés à être au clair avec leurs émotions, etc. Donc ça s'est super bien passé dans l'ensemble, mais c'était sur 3 jours, c'était assez intense. Et donc pourquoi pas là reprendre le concept de l'éloquence du bégaiement, réservé aux personnes qui bégayent, pour que ce soit encore plus sécurisant peut-être. C'est libre à suggestion. Je serais ravie d'en discuter avec toi, Daniel. si toi, tu es intéressé de faire ça aussi, d'organiser. Oui, je suis sur l'île et je connais pas mal de nos voisins belges. Je suis déjà monté sur Bruxelles lors d'une JMB. Donc, je pense qu'on a pas mal de points communs et qu'il faudrait effectivement qu'on se contacte. Ouais. Je vais donner la parole à Mylène qui lève la main, mais avant je te réponds parce qu'on en a parlé aussi avec Frédéric Kind,
qui est très motivé. Je crois pas qu'il est là ce soir, je crois pas qu'il a réussi à se connecter, mais il est très motivé plutôt dans la région de Namur de faire quelque chose. Mais en même temps, parfois, il se démotive en se disant mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont partants et motivés. Donc, si vous êtes motivé, dites-le nous, si vous êtes dans la région de Bruxelles et plus loin. Et ça peut être en ligne. Et Mylène veut dire quelque chose. Une petite pensée pour les lycéens français qui bégayent, qui auront à passer leur grand oral l'année prochaine, pour la première année. Ouais. Ils vont avoir besoin d'un gros soutien. Ouais. C'est clair. Oui. Et c'est vrai, je vois quelqu'un qui dit, Brice, qui dit on n'a pas vraiment l'occasion d'apprendre à parler en public au cours de sa scolarité. C'est un exercice souvent redouté. Il faut d'autant plus de courage pour relever le défi. Avec un bégaiement, c'est vraiment admirable. C'est vrai je dis en France, je ne connais pas forcément très bien les autres systèmes scolaires, mais en France, ce n'est pas du tout quelque chose qui est valorisé ou alors qu'on nous apprend au cours de la scolarité. Les exposés ou les prises de parole en public, ça arrive très tard. Et en fait, avant le bac, ça a peut-être changé, mais à mon époque, on n'avait pas, jusqu'au bac, jusqu'au TPE en l'occurrence, on n'avait aucune façon de s'exercer en amont et on arrivait tous avec des niveaux très différents et c'était très difficile à affronter. Et même si, évidemment, on peut lever la main en cours, on n'a pas du tout cette tradition d'échange oral. En fait, c'est beaucoup l'écrit en France et c'est bien dommage. Ouais. Je disais qu'on donnait la parole à Djibril qui veut poser une question ou nous faire un témoignage. Tu es où, Djibril? Est-ce que tu peux activer ton micro? Oui, c'est activé, je pense. On t'écoute. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bon, ma question s'adresse à Mouna et à Mélissa, que je connais. Bon, par rapport à cette vidéo, conférence que vous avez ici avec l'APB de Belgique, est-ce que vous envisagez de faire un concours d'éloquence interne national? Mouna, est-ce que tu veux aller ou Alice, vas-y. Oui, non. Je pose aussi la question parce que vous êtes où, Djibril? Oui. Je disais, est-ce que vous envisagez de faire un concours d'éloquence interne national? Yes, Djibril, tu t'es Djibril, t'es en région parisienne, toi? Bah oui, c'était un candidat à l'éloquence du bégaiement de 2020. Alors, est-ce qu'on va faire un concours international? Ça, je ne sais pas. Dans le sens où ça me paraît peut-être un peu compliqué, à part si on en fait un en anglais. Mais allons-y étape par étape. Pourquoi pas un projet fou? Mais déjà pour l'instant, si on prend des stats toutes simples, le bégaiement, ça touche 1% de la population. Et pour l'instant, avec l'éloquence du bégaiement, on touche 30 personnes par an. Et donc, rien qu'en France et en Belgique, vu que c'est une région de la France, je plaisante. On a beaucoup de choses à faire. Et l'une de nos ambitions, c'est déjà de pouvoir se développer en France pour donner accès à l'éloquence à un maximum de personnes qui bégayent. Et en Belgique. et puis après, on verra ce qu'on fait. Mais c'est vrai que grâce au film de Mélissa, on a la chance de pouvoir parler du projet avec des personnes du monde entier qui sont intéressées. Donc, il est possible que dans les prochaines années, il y ait des éloquences du bégaiement et dans d'autres pays. Après, si on fait un éloquence du bégaiement entre pays, ça, c'est une autre étape encore. Mais oui, il y a Mylène qui propose une question intéressante. Est-ce que les Suisses bégayent moins? C'est une très bonne question. Demandez à la PB suisse.
On voir combien ils ont de membres. Alors, je crois qu'on a des Suisses, non? On n'a pas des Suisses ce soir? Parce que je sais que j'ai une amie qui est logopédiste en Suisse, qui a un peu fait passer le message, mais peut-être pas. Faudrait demander. Mais si vous êtes d'accord, oui, si vous êtes, on va peut-être pas trop tarder, enfin, il peut y avoir encore un terminage ou deux, mais il est quand même tard. Est-ce que je couperai l'enregistrement? Parce que aussi, si on veut partager cette vidéo pour vous faire connaître un peu notre discussion, peut-être, oui. Je le coupe alors. Ça marche. Et puis, on peut poser encore une ou deux questions. Attends, non, oh là. Oui. Attends, juste peut-être, comme on va annoncer des liens et des trucs à la fin, peut-être garder l'enregistrement. Oui, mais du coup, on essaye de conclure. Oui, on va peut-être prendre une dernière intervention. Une dernière intervention si quelqu'un veut s'exprimer. Je regarde. Et je vois que dans le chat, il y a eu plein d'échanges. Des personnes qui se demandaient où trouver des thérapies pour des jeunes enfants, où trouver des orthophonistes spécialisés en Moselle notamment. Je vois que Daniel, tu as été au top, au taquet, tu as répondu, merci. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site bégaiement.org, le site de l'APB, où il y a vraiment des délégations par département et tout espace francophone, pas seulement l'Hexagone, quoi. Pour trouver des renseignements et il y aura toujours quelqu'un pour vous aiguiller, pour vous orienter. On avait une question. Comment avez-vous fait la pub de l'éloquence du bégaiement? Ça faut demander à Mouna. Mouna, est-ce que tu veux nous raconter ça rapidement? Alors, il y a certaines orthophonistes qui nous ont fait de la bonne pub et qui nous ont invités à leur groupe de parole. On est allé aussi au self-help où là, on a recruté presque 10 personnes. Et puis après, au bouche à oreille, sur le cercle. Et également, il y a pas mal de personnes qui ont relayé l'événement, notamment Laurent Lalagarde et Richard Parent qui nous ont vraiment aidés. Et aussi, grâce à notre réseau, au sein de l'éloquence, au sein de l'association Parole Bégaiement, on a pu contacter toutes les orthophonistes membres et toutes les personnes qui bégayent. Ce qui nous a permis d'avoir à peu près 40 inscrits pour 30 places. Je précise juste le cercle, c'est pas un truc mystique, c'est le cercle, c'est un groupe Facebook qui s'appelle le cercle très privé des personnes qui bégayent. C'est un groupe privé, du coup, comme son nom l'indique, pour personnes qui bégayent. S'il y a des personnes concernées qui veulent rejoindre le groupe, on est très nombreux dessus et il y a beaucoup d'échanges. On peut échanger des infos, raconter des expériences, échanger des vidéos, des liens. Enfin, c'est un super groupe. Daniel, tu voulais dire quelque chose? Alors, je profite, puisque tu as dit que vous enregistrez et que peut-être cette vidéo va ensuite être diffusée. Donc, je profite pour faire un peu de pub. L'APB ouvre des appels à projets. C'est-à-dire que, parce que là, mais je vois bien dans les messages que beaucoup de personnes disent, mais si on irait directement dans les lycées ou autres. Effectivement, mais l'APB est une petite association et il faut donc beaucoup de monde. Alors, il faut d'une part des adhérents, mais pas que. Si vous adhérez, c'est mieux, mais il faut aussi des personnes volontaires qui veulent encadrer tous ces projets qui sont de bonnes idées et du coup qu'il faut soumettre à l'APB qui peut aider à concrétiser des projets, même si vous n'êtes pas adhérent à l'APB, c'est le but d'une association. Du coup, n'hésitez pas à contacter l'APB. On a mis en place des formulaires de dépôt de projet et si le projet répond à des besoins en parallèle à des valeurs que soutient l'APB, ce projet sera soutenu. Donc, il n'y a aucun sou aussi. C'est juste que l'APB, avec ses membres, ne peut pas répondre forcément à toutes vos idées que vous partagez là dans
le chat, hein, mais on a besoin de vous tous. Donc, n'hésitez pas à proposer vos idées, à être volontaire même pour encadrer tel projet. On a besoin de vous tous. Et voilà, donc c'est le message que je souhaitais passer ce soir. Très bien. Et alors, on me dit, n'oubliez pas non plus l'éloquence des Québécois. Oui, francophone au-delà des francophones globales. Ouais. Si on a fait le tour, je verrai juste quelqu'un veut parler, qu'il se taise à jamais ou se manifeste. Mais sinon, on voulait juste vous dire, franchement, déjà, merci beaucoup. Zoom a tenu le coup. Je suis très contente. On est encore 50. C'est vraiment génial. Merci d'avoir pris le temps de regarder le film et de venir partager ce moment avec nous. Je pense qu'on a chacun, c'est la minute promo, on essaye de faire vite. Le concours a recommencé cette année. Mouna, tu vas peut-être en dire un mot. Il a commencé au mois de mars, février-mars, il a été interrompu par le Covid, mais ça va reprendre normalement, toujours à Paris-Dauphine, donc la fac Paris-Dauphine, avec une finale en octobre. On n'est pas encore arrêté sur la date. On va vous communiquer les infos au fur et à mesure dès qu'on les aura. Pour ce faire, suivez la page Facebook L'éloquence du bégaiement, qui maintenant est non seulement la page du film, mais aussi la page du concours, où si vous vous abonnez à la page, on postera toutes les infos avec des nouvelles vidéos, avec les dates des séances ouvertes au public, etc. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Le site de l'APB, bégaiement.org, et la page Facebook de l'éloquence du bégaiement, des locopédies aussi. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Et, et la page du documentaire. Et la page du coup, oui, la page du documentaire et aussi la page du concours. Et voilà, il y a des nouvelles vidéos qui arrivent et aussi des nouveaux projets qu'on est en train de développer avec l'APB, notamment une série de vidéos qui va bientôt sortir sur le bégaiement au travail et le bégaiement dans le milieu professionnel, avec une série d'interviews, de retours d'expérience, de conseils pour préparer des entretiens, comment parler de son bégaiement dans l'entreprise, etc. Avec des têtes que vous reconnaîtrez sûrement. Voilà. Donc voilà. Donc suivez-nous sur Facebook. On n'est pas trop sur Instagram. Un peu. Moi, sur mon compte perso, Mélissa Bronsard, je relais tout ça. Mais voilà, ça se passe surtout sur Facebook pour l'instant. Ouais. Moi, un peu plus sur Instagram. Ouais, Alice plus sur Insta. Et Locopédie. Ok. Mouna, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je voudrais tous vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé. Et donc, comme l'a dit Mélissa, la finale n'est pas encore arrêtée pour l'édition de 2020, mais normalement, ce sera le 17 ou le 24 octobre. Si on peut donc noter la date, suivez la page et on a besoin de vous. Et suivez la page aussi parce qu'on espère dans les prochains jours avoir des infos assez intéressantes à vous partager concernant l'évolution du concours. Et encore une fois, merci et très bon week-end. Merci à tous, très bon week-end et à bientôt. Merci. Et n'hésitez pas à parler du film autour de vous. Et comme je disais dans le chat, si vous voulez revoir le film plus tard ou alors l'envoyer à quelqu'un, une connaissance ou un patient ou un ami ou quoi, et que le film n'est plus en ligne, vous m'envoyez un message sur Facebook privé ou sur Instagram et on s'arrange et je vous donnerai un lien et voilà. Et on attend les projections dans les écoles d'orthophonie et tout ça. Si vous avez des contacts, tu vas faire des projections. Ah oui, et du coup, pour dire que j'avais plein de projections prévues dans pratiquement, je vais pas toutes, mais beaucoup de facs d'orthophonie en France. Tout a été annulé à cause du Covid. C'était un gros coup. Il y en a certaines qui vont être reprogrammées à la rentrée, notamment à Lille, avec Daniel. Et Rabat et Étienne, normalement, on y sera fin septembre. Donc, pareil, tout ça, on va l'annoncer sur la page du film. Et si vous avez des envies, des contacts de votre côté, n'hésitez pas à me contacter, à nous contacter. Ce film, il est fait pour être visionné et c'est toujours un plaisir de venir le présenter pour échanger avec les gens. Donc, voilà. Oui,
Allez, Bon week-end tout le monde. toutes les autres initiatives, Nantes, les autres villes de Belgique, ça sera pour la suite. C'est pas pour l'instant. Au revoir, je mets fin à la vidéo qui est déjà longue, mais c'était vraiment un plaisir. Merci à tous. Merci.